Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. En prélude de la 12e réunion du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix et la sécurité des Grands Lacs qui se tiendra demain mercredi, une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays signataires s'est tenue ce mardi en Ouganda. Les détails dans ce journal avec notre envoyé spécial Willy Atunakov. Et puis fin de la mission des bons offices de la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Kinshasa sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Kinshasa a dénoncé les exactions commises par le M23 et espère en un plaidoyer fort sur le plan international de la part de l'APEF. Enfin, Kinshasa croule sous 14 000 tonnes de déchets par jour, un chiffre qui interpelle. L'hôtel de ville de Kinshasa tourne son regard vers le ministère de Commerce extérieur pour limiter les dégâts et solliciter des mesures importantes dans les importations des emballages en plastique. À suivre dans ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. En séjour dans la capitale, la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie poursuit avec ses consultations. Ce mardi, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo était au centre des échanges avec plusieurs autorités sur place. Dénonciation des exactions commises par le M23, appel au respect de droits humains. Kinshasa espère à un plaidoyer international de la part de la PEF. Annie Mbalaka, Patrick Badibanga pour ce reportage. Deuxième jour de la mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Kinshasa, la délégation conduite par Hilarion Atong a été reçue au ministère de l'Intérieur par le vice-premier ministre Jacquemain Chabani, représentant la première ministre Judith Suminwa Tuluka en mission. Il a salué cette initiative comme un acte fort en faveur de la paix, dénonçant l'occupation des Goma et Bukavu par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, tout en réaffirmant que la RDC reste un État démocratique engagé pour la paix. Plus tôt, à l'immeuble du gouvernement, la ministre des Droits humains Chantal Tchabou Mwavita avait déjà alerté sur la situation dramatique dans les zones sous occupation. Elle a dénoncé des exactions graves, plus de 12 millions de morts, viols, enrôlement forcé, déportation et violation du droit international humanitaire. Vous savez, la vie est sacrée et nul n'a le droit de ôter la vie à un autre individu. Nous avons tous les mêmes droits. J'ai fait un état des lieux de toute violation massive des droits de l'homme. J'ai mis en lumière toutes ces violations massives des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. La délégation de l'APEF s'est également entretenue avec le ministère des Affaires étrangères. Ici, le secrétaire général à la coopération internationale, Célestin Kapongo Chikaya, a réitéré la demande du gouvernement congolais. Il s'agit de l'application sans délai de la résolution 2773 exigeant les retraits du M23 des Goma. Donc nous avons demandé à l'APEF d'appuyer sur l'accélérateur pour sa mise en œuvre, qui demandait les retraits de troupes étrangères dans le Rwanda sur le territoire congolais et cessation des hostilités. Le chef de délégation Hilarion Atong a réaffirmé la solidarité de l'APEF, soulignant que cette mission vise à écouter, recueillir la vérité et amplifier les voix congolaises sur la scène internationale. La ville d'Entebbe, en Ouganda, va abriter demain mercredi la 12e réunion du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et la région des Grands Lacs. Pour ce faire, une réunion des ministres des Affaires étrangères s'est tenue aujourd'hui, nous dit Willy Atunakov, notre envoyé spécial. La République démocratique du Congo, qui traverse actuellement une situation sécuritaire, humanitaire et des droits humains très préoccupante, selon les différents discours d'ouverture, a été représentée à cette réunion ministérielle par les ministres d'État, ministres des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner et le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mukanzu, arrivés depuis lundi 26 mai 2025 en Ouganda par l'aéroport international d'Entebbe où il participe ce mardi à Kampala aux travaux préparatoires aux côtés de leurs pairs des autres pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs daté du 24 février 2013. Au menu des discussions à huis clos, les évolutions politiques et sécuritaires dans la région, y compris les mises à jour sur les initiatives de paix en cours ainsi que les activités femmes, paix et sécurité, FPS et jeunesse, paix et sécurité,
JPS. Le participant ont également examiné les projets de plan d'action pour la revitalisation de cet accord cadre, du projet d'ordre du jour de la 12e réunion de haut niveau, du mécanisme régional de suivi et du projet de communiqué final de la 12e réunion de haut niveau prévu pour ce mercredi 28 mai 2025 au State House à Entebbe, où plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus, dont Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, sauf changement des dernières minutes à en croire les sources diplomatiques de l'Ouganda, pays hôte. Objectif, trouver des voies et moyens diplomatiques susceptibles de ramener une paix durable dans la région, plus particulièrement dans l'est de la RDC, en mettant définitivement un terme aux groupes armés locaux et étrangers, ainsi qu'à l'agression de la partie est de la RDC. Le Premier ministre a promis de réhabiliter plusieurs axes routiers et résoudre la crise en eau et en électricité dans la province du Kasaï. Arrivée depuis hier dans la ville de Tshikapa, Judith Seminois a procédé à la visite de quelques chantiers, parmi lesquels la route Tshikapa-Kananga, dont elle a promis de s'engager pour suivre les travaux. Chimène Dondo et Pampaumba. Ce n'était pas un simple accueil. Tshikapa a vibré. Une marée humaine a envahi les rues de l'aéroport jusqu'au lieu du meeting. Pour la première fois, depuis sa nomination, la première ministre foule les sols kassaïens, déterminée à répondre aux cris silencieux d'une population longtemps oubliée. Micro en main, elle n'a pas fait de promesses vagues. Eau potable, électricité, salaire de fonctionnaires, la chef de l'exécutif central, Judith Suminwa Tuluka, parle de vrais problèmes. Et surtout, elle parle de solutions. Le président de la République a pris des engagements clairs pour mener à bien un travail rigoureux. Et ces engagements seront tenus. L'une des annonces phares, le renforcement de la centrale hydroélectrique de Lugunzi. D'ici 2 semaines, tout à 15 jours normalement, il faut Makabama déjà et Bonga. J'ai échangé avec le gouverneur ainsi qu'avec le directeur général de la Régie des eaux concernant le problème d'approvisionnement en eau. Nous sommes confiants que ce problème sera résolu dans les 15 prochains jours. Par ailleurs, la régularisation de l'alimentation électrique à Lugunzi sera bientôt effective. Face aux fonctionnaires non mécanisés, la première ministre s'est engagée à régulariser leur situation. Nous verrons également à ce que tous les fonctionnaires actuels non mécanisés bénéficient d'une mécanisation adaptée. Avec le soutien du chef de l'État, toutes ces actions se concrétiseront dans le meilleur délai. Pour cette mission de travail au Kasaï, la première ministre est accompagnée de députés et sénateurs de cette province. Le train de la nouvelle politique salariale est en marche. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement des travaux techniques sur la nouvelle politique salariale, nous dit Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moki Maluma. L'esprit de dialogue devra présider à l'élaboration et l'adoption des instruments normatifs de référence pour encadrer l'application de la nouvelle politique salariale. Telles sont les directives données par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le mardi 27 mai 2025, en marge du début des travaux techniques sous l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. Pour le gouvernement, l'idéal est d'aboutir au principe à travail égal, salaire égal. La justice salariale ne sera pas un pas vers l'aventurisme budgétaire. Bien au contraire, en motivant mieux nos fonctionnaires, en rendant l'administration plus efficace, cette réforme renforcera à terme
la croissance économique et les recettes fiscales. Le cap est clair, le diagnostic est établi. Il vous revient à vous désormais de traduire tout cela en une politique salariale concrète, techniquement solide, réaliste et applicable. Avec le début des travaux techniques sous l'élaboration de la nouvelle politique salariale, le gouvernement démontre sa détermination de matérialiser la vision du chef de l'État qui vise à instaurer un système de rémunération basé sur une grille barymique applicable de manière uniforme. Il nous faudra donc opérer un rééquilibrage budgétaire, combinant rigueur, dialogue social et réformes structurelles. Cela implique notamment une gestion stricte des recrutements, en gênant tous les recrutements avant la finalisation de cette politique salariale. Ces travaux techniques devront instaurer les bases pour refondre en profondeur les systèmes actuels de rémunération. Le ministère du Budget est disposé pour accompagner cette réforme afin que les fonctionnaires congolais puissent avoir une rémunération équitable par rapport à son travail. Gouverner, c'est préparer l'avenir. Avec l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État, le gouvernement démontre sa volonté de garantir à chaque agent une rémunération à juste valeur. C'est confirmé. Tous les occupants de la baie de Ngalema doivent reculer de 100 mètres du lit du fleuve. Cette décision est issue de la réunion interministérielle du gouvernement central et de l'hôtel de ville de Kinshasa. Les récalcitrants subiront la rigueur de la loi. Bobo Anan Mokonzi pour ce reportage. La baie d'Ngalema sera démolie afin de garantir le respect des normes urbanistiques. C'est la conclusion de la visite d'inspection menée par la commission interministérielle réunissant le gouvernement central et le gouvernement provincial de Kinshasa, sous la direction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jekme Chabani Louko. Sur place, les constats est sans appel de nombreuses constructions illégales qui dépassent la limite des 100 mètres imposée à partir du lit majeur du fleuve. Nous avons identifié les zones à détruire. La cartographie va être corrigée selon ce qui a été identifié aujourd'hui pour permettre à ce que nous fassions un rapport en Conseil des ministres, mais à ce que nous puissions actionner les opérations de destruction qui vont très bientôt commencer et qui seront précédées nécessairement de communication utiles pour les populations riveraines et ceux qui occupent les lieux. Donc c'est pour dire que très bientôt, de ce côté-ci, sur la baie de Ngalema, nous allons entamer les opérations de destruction des constructions anarchiques. Il a également ordonné l'arrêt des travaux sur un chantier où la construction se poursuit, comme en témoignent ces images. Ces installations anarchiques menacent directement la station de captage d'eau de la Régie des eaux qui alimente près de 2 millions d'habitants de Kinshasa. Autre conséquence, un risque accru d'inondation. La baie de Ngalema joue un rôle essentiel en tant qu'exitoire des principales rivières de la ville, dont celles de Gombe et de Makelele. La démolition de ces constructions illégales vise à protéger Kinshasa des érosions et des glissements de terrain, réduisant ainsi les risques pour la population riveraine. Dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, des responsables des écoles des écoles des centres de formation de la police nationale congolaise sont en formation sur l'élaboration des programmes en tenant compte des compétences. Un reportage de Nicole Sessep et Papi Mboma. Cet atelier de 5 jours va permettre aux participants responsables des différentes écoles de formation d'évaluer les progrès réalisés dans le professionnalisme de la police nationale congolaise. La police étant l'actrice principale de la mise en œuvre de la politique sécuritaire, le général François Mugabu, directeur général adjoint en charge de la formation, salue la tenue de ces assises qui visent à renforcer les capacités des formateurs. Madame Obianou de la section réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO reconnaît l'intérêt que les autorités congolaises accordent aux écoles et centres de formation de la PNC. J'ai saisi cette opportunité pour saluer chaleureusement la présence de chacun d'entre vous venu participer à cet atelier. Votre présence témoigne de votre engagement à contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire
et à la stabilité de la RDC. Une police nationale professionnelle, l'approche figure parmi les priorités du gouvernement congolais, a indiqué le général Awa Changu. À l'heure de la professionnalisation de la police, il est plus qu'indiqué que les compétences et les aptitudes professionnelles qui se traduisent par les savoir-faire et les savoir-être soient démises. Il permettra aux responsables des différentes structures de formation à acquérir les capacités nécessaires à planifier méthodiquement les actions de la formation. L'atelier bénéficie de l'appui technique et logistique de la division réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO. Les ambassadeurs africains accrédités en RDC ont assisté les victimes des dernières inondations survenues ici à Kinshasa. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire salue cet élan de solidarité et de générosité manifesté par les représentations africaines ici à Kinshasa. Edith Chala pour ce reportage. Le dimanche 25 mai dernier, journée mondiale de l'Afrique, la ministre de l'Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, s'est rendue au stade Tata Raphaël à Kinshasa pour y organiser une culture grâce des familles des victimes des inondations du 4 au 5 avril 2025 à Kinshasa. Une activité organisée en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo, MONUSCO, Bintou Keïta, en collaboration avec tous les corps des ambassadeurs africains accrédités en RDC, l'ambassadeur humanitaire et pasteur Jean Bosco Kankou et de ceux qui ont répondu présents au nom de la solidarité africaine avec comme thème réparation pour la RDC, justice pour les Congolais et les personnes victimes de la guerre d'agression. J'exprime ma profonde gratitude pour votre dévouement et votre précieuse contribution en faveur de nos compatriotes en difficulté et que cette journée soit le symbole de notre unité et de notre détermination collective à bâtir un avenir meilleur pour tous. Au nom de la solidarité nationale et africaine, Nathalie Aziza Mounana a réceptionné des vivres et non-vivres des mains de l'ambassadeur du Maroc et doyen des ambassadeurs accrédités en RDC et a remis aux sinistrés à la grande satisfaction des bénéficiaires. Une prière d'action de grâce a été faite en faveur de tous les sinistrés des inondations et en tant qu'africaine, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale a exprimé sa profonde gratitude pour cette contribution des ambassadeurs en faveur de compatriotes congolais en difficulté. Je l'ai dit au sommaire, la ville de Kinshasa produit 14 000 tonnes de déchets par jour avec pour conséquence des tas d'immondices qui jonchent les rues de la capitale. Et pour limiter les dégâts, l'hôtel de ville de Kinshasa a tourné ses regards vers le ministère du Commerce extérieur. Au cours d'un échange, le directeur général du fonds d'assainissement a sollicité auprès de Julien Paloukou l'application des mesures contraignantes dans l'importation des sachets en plastique. Eric Kabamba pour ce reportage. La gestion des déchets plastiques et autres à Kinshasa devient petit à petit un cauchemar pour les autorités provinciales. Le caniveau, les rivières, les avenues ou encore les rues sont transformés en poubelles dans une ville qui produit aujourd'hui 14 000 tonnes de déchets par jour. Face à cette image sombre qu'offre ces derniers jours la capitale congolaise, le gouvernement provincial veut déjà limiter les dégâts au niveau des frontières. Le directeur général du fonds d'assainissement de Kinshasa, FONAC, Jacques Mabaya, est venu auprès du ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou Kaunga, pour voir comment serrer de nouveau la vis au niveau des importations et exportations. Il nous a promis de son soutien et de son accompagnement dans tous les niveaux possibles. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa produit près de 14 000 tonnes de déchets par jour. Et aujourd'hui, la ville de Kinshasa a besoin d'au moins 13 millions de dollars le mois. Assainir la ville de Kinshasa exige 13 millions de dollars par mois et le FONAC veut trouver d'autres sources de financement pour appuyer l'hôtel des villes. Il propose l'instauration d'une taxe d'assainissement dans des imports et exports de marchandises. Le moment était aussi propice pour le DG du FONAC de s'inspirer du modèle et de l'expérience de Julien Paloukou comme ancien gouverneur du Nord Kivu en matière d'assainissement dans la ville de Goma.
Et puis, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a procédé à l'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des chefs d'établissement et professeurs sur l'application du système LMD. Alain Bikaï pour ce reportage. Cette série de séminaires s'inscrit dans le cadre de la réforme du système LMD lancée par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et chapeautée par la dame de fer, professeure Marie-Thérèse Sombo. Objectif, renforcer des capacités des acteurs clés de ce système éducatif de notre pays. Il s'agit des professeurs, des chefs d'établissement, des secrétaires généraux à la recherche et académiques. Très déterminée à matérialiser la vision du chef de l'État dans son secteur, la patronne de l'ESU a circonscrit les cadres de cette formation. Je suis élu de vous accueillir tout autour d'un défi majeur portant sur différents dispositifs pédagogiques qui nous permettront certainement de nous familiariser avec les meilleures pratiques de transmission des connaissances et l'appropriation des principes de base et éléments conceptuels du système LMD. C'est ici l'occasion pour nous d'exprimer notre profonde gratitude au président de la République car la pertinence de ces orientations nous a permis de mettre aujourd'hui le cap sur la formation des formateurs, un axe hautement stratégique dans la mise en œuvre du système LMD. Rappelons que c'est sur instruction du chef de l'État que la ministre de l'ESU a lancé l'évaluation de ce système éducatif en application dans notre pays depuis 2021 en vue de l'adapter aux réalités congolaises. À la suite des dégâts causés par les inondations du 5 avril dernier à Kinshasa, plusieurs habitations et infrastructures publiques ont été détruites, d'où ce plaidoyer du caucus des députés des élus de la Tchangou en faveur de la population auprès de l'OVD pour des solutions urgentes. Fanny Malunga et Rodé Panda. La question orale avec débat adressé au directeur général de l'Office des voiries et drainage met en lumière un manquement dans l'accomplissement de missions techniques de cet établissement public. En dépit de son rôle clé dans l'entretien et la modernisation des infrastructures urbaines, l'OVD peine malheureusement à offrir aux Congolais en général et les Kinois en particulier des infrastructures adéquates. Les pluies diluviennes du 5 avril 2025 à Kinshasa ont exposé les insuffisances de l'OVD. Avec plus de 30 morts dans le quartier submergé, des routes coupée et une population laissée à elle-même. Cette catastrophe révèle une absence criante des politiques d'anticipation, de planification et d'entretien du réseau des drainages, d'où ces plaidoyers du député national Doli Chilombo en faveur de la population de la Tchangou. J'ai adressé cette initiative sous la forme d'une question orale avec débat. Nous nous rendons compte de l'importance de ce sujet que constituent les infrastructures, la voirie et tout ce qui est drainage. J'habite à Tchangou, monsieur le directeur général. Pour sortir de chez moi, je dois faire 4 heures du temps pour arriver ici. Et en tant que député, ces gens-là qui m'ont élu, qu'est-ce qu'ils penseraient de moi si je ne suis même pas capable de défendre leurs intérêts alors que je les vis chaque jour? Suite à cette situation, les effets collatéraux des problèmes de voirie, de drainage et de routes sont énormes sur la population. En vertu des articles 138 de la Constitution et 185 à 188 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est donc légitime que des explications soient exigées. Le peuple congolais attend des réponses claires et des actions urgentes pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Les agents de l'organisation pour équipement de bananes à Kinshasa sont en formation sur la pratique des contentieux fiscaux en phase juridictionnelle et administrative organisée par le cabinet Mavinga Declercq. Un reportage de Sylvie Mwembo. Des attestations remises, mais derrière chaque papier, 5 jours de rigueur, d'échange et de montée en compétences. Le cabinet Mavinga Declercq a éveillé les agents de l'OEBK. Ce n'était pas qu'une formation, c'était aussi une révélation. Un appel vibrant à la responsabilité. Vous nous avez souvent rappelé que l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse donner à quelqu'un, c'est la formation. Et aujourd'hui,
nous mesurons la richesse de ce don. Il est plus que temps que la veille fiscale devienne une réalité à l'OEBK. Au cours de cette formation sur la pratique du contentieux fiscal en phase administrative et juridictionnelle, le cabinet des Renan Mavinga de Klerk s'est apaisanti notamment sur les circuits du contrôle fiscal, contentieux des taxes parafiscales, considérations pratiques sur le contentieux fiscal en phase juridictionnelle, la pratique du contentieux de douane et accises. Une formation qui n'aurait pu se tenir sans l'aval du directeur général de l'OEBK, Jean-Claude Mavambo. Sincère remerciement au vice-premier ministre, Excellence Jean-Pierre Bemba, pour avoir accepté que les agents de l'OEBK puissent être formés. Merci pour l'accompagnement que vous ne cessez d'accorder à l'OEBK. Maître Mavinga a encouragé les bénéficiaires à appliquer les notions apprises. Il reviendra sous peu pour d'autres formations. Pour une économie compétitive, l'RDC a plus que besoin des banques pour booster les investissements. Comment? Avec quel type de banque? L'élément de réponse dans ce commentaire de Cédric Kénina. Elles ont pour rôle recueillir des fonds appelés dépôts, les assembler et les prêter à ceux qui en ont besoin. Les banques remplissent de ce fait un rôle économique essentiel, mais il en faut plus pour une économie prospère. Hugues Boélé, expert et consultant en finances publiques, plaide pour des banques pour des Congolais et par des Congolais et classifie ces institutions bancaires, la banque des crédits agricoles et des banques commerciales pour la création d'une classe moyenne. On avait vu dans le programme du gouvernement, mais qui n'a pas encore été appliqué, il faut qu'en République démocratique du Congo, qu'on puisse installer 3 styles de banques. 1. Une banque congolaise de crédit agricole pour soutenir le secteur rural. Toutes ces hommes et ces femmes qui sont dans la pêche, agriculture et l'élevage, s'ils ont des banques qui soutiennent leur commerce, qui soutiennent leur modèle business, ça pourra permettre à ce que l'économie soit relancée et que la RDC puisse atteindre une autonomie sur le plan agroalimentaire parce que c'est très important. Deuxièmement, nous avons des banques congolaises commerciales. Il faut savoir que toutes les banques qu'il y a ici ne sont pas des banques congolaises. Et même, ce qui est triste, c'est de voir qu'il y a une partie même de la paye des fonctionnaires. Quand la banque centrale libère, ça va loger dans des banques étrangères et notre capacité de rétention financière ou de rétention monétaire est très faible. Ça se volatilise, nos capitaux se vers les banques étrangères, ce qui cause un déficit au niveau de notre économie nationale. Banque et assurance, l'approche pour un meilleur accompagnement. Alors il est important de pouvoir installer des banques commerciales. Et quand je dis banque, je pense vraiment banque-assurance. Il faut vraiment coupler les deux. Parce que quand on donne des crédits agricoles ou bien même quand on donne des investissements à la jeunesse, il faut justement que le secteur des assurances puisse être derrière, assurance et réassurance, pour couvrir les déficits qui peuvent peut-être engendrer justement des décalages qu'il y a entre les paiements et le soutien bancaire. Donc voilà, c'est vraiment très important que ces banques d'investissement soient là pour résorber le taux du chômage. Une fois matérialisé, l'honoré non seulement résorbé en partie le chômage, mais aussi ouvert la voie à un véritable partenariat public-privé. Dans sa mission dédiée à la promotion des jeunes en RDC, le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes a apporté son appui à l'organisation du Edith Chala pour ce reportage. Après débat entre les deux parties au conflit, le cabinet Mingi Félix et le cabinet Baudelaire-Marcel, c'est la partie des Fanderes, le cabinet Baudelaire-Marcel, qui a remporté le procès fictif à l'issue d'un jugement rendu par la Cour. Emmanuel Dombo, coordonnateur de cette structure, a remercié le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, FSPJ, Joseph Mbouyi-Mukendi, pour son accompagnement dans la réussite de cet événement, riche en instruction et en émulation. La jeunesse a de l'espoir, la jeunesse a du talent, la jeunesse a de l'élite. Et s'il y a un bon accompagnement, je pense qu'avec cette jeunesse qu'on critique partout, je pense que nous ferons de grandes choses. Et donc pour ce faire, je remercie le DG Joseph qui n'a jamais arrêté d'accompagner la jeunesse. Baudelaire-Marcel, gagnant et ayant été récompensé du prix de meilleur plaideur lors du procès fictif, n'a pas manqué des mots pour apprécier le bon déroulement de ce concours. Je m'étais dit que je vais gravir les échelons jusqu'à arriver en L2.
et remporter cette finale. Ça n'a pas été facile en tout cas, nous avons travaillé. Nous sommes arrivés en finale, il y avait le stress, puisque tout le monde attendait que je gagne, puisque c'est le seul trophée qui manquait à mon palmarès. Et aujourd'hui j'ai gagné, je suis très fier de moi et de mon cabinet. Rappelons que la cérémonie organisée à l'Université protestante au Congo, UPC, s'est clôturée par la remise des brevets et des prix aux étudiants qui se sont distingués durant cette compétition. La structure Moot Code Competition a pour mission de favoriser l'apprentissage de l'art oratoire et de la plaidoirie chez les jeunes étudiants en droit. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, séjourne à Bujumbura, capitale de la République du Burundi, à l'occasion du lancement officiel du réseau des organes de gestion des élections d'Afrique centrale. Jean-Pierre Ndolodemazu et Jereste Funge. Accueilli à l'aéroport international Melchior Ndadaye par son homologue burundais Prosper Tanyoramiye, président de la CENI du Burundi, le numéro 1 de la CENI a souligné l'importance de cette rencontre pour le renforcement de la coopération électorale dans la sous-région. ROGEAC, c'est une nouvelle plateforme où toutes les commissions se rencontrent pour partager les expériences et se soutenir mutuellement dans le cadre de leur travail. Tous les organes de gestion des élections de l'Afrique centrale, et on a choisi le Burundi parce qu'il y a les élections, on fait d'une pierre deux coups. Les objectifs de la rencontre de Bujumbura sont notamment de permettre l'adoption des statuts et du règlement intérieur du réseau, l'élaboration du plan de travail pour les années à venir, l'élection du comité directeur qui prendra les rênes de l'institution. Le choix du Burundi comme pays hôte ne relève pas du hasard, comme l'a précisé Denis Kadima Kazadi. Le ROGEAC, c'est le cadre pour échanger les expériences et c'est toujours utile. Au-delà de ça, il y a quand même cette structure où on se rencontre régulièrement, où nous pouvons même établir des standards électoraux pour dire voilà les difficultés que nous avons eues, voilà comment nous pouvons apprendre tirant des leçons de tel ou tel autre pays. C'est vraiment un cadre où le savoir est valorisé. Au-delà du partage, Denis Kadima Kazadi ambitionne de faire du ROGEAC un outil de standardisation électorale. Ce lancement marque une étape importante dans la structuration de la coopération électorale en Afrique centrale, avec pour horizon la consolidation de la démocratie à travers des élections transparentes, inclusives et apaisées. L'RDC s'est bien positionné en arts martiaux et en sport de combat en Angola. Les athlètes ont raflé 6 médailles en or et argent. Ils l'ont présenté au ministre des Sports, Oscar Mbalkaïj et Gaëtan Magalano pour ce reportage. Un parcours exceptionnel pour le Léopard au championnat d'Afrique de MMA 2025. Au total, 6 médailles d'or raflées à Luanda en Angola, une performance inédite. Amenée par le président de la fédération, la délégation congolaise a présenté cette belle moisson au ministre de Sport et Loisirs dans son cabinet de travail. Avec beaucoup de fierté et de dignité, Maître Didier Boudimbu a accueilli ses dignes fils de la RDC. Depuis que la République démocratique du Congo a de fédération des arts martiaux et des sports de combat, nous avons amené avec nous 6 médailles en or. L'hymne national a chanté par 6 fois et la finale se faisait qu'avec des Angolais, le pays organisateur. 2 médailles en argent, 2 en bronze. Il faut le dire qu'il y a eu le participant, des athlètes sont venus de la Ligue de Lualaba, de Haut-Katanga, de Kinshasa. Donc c'est les 3 ligues qui avaient été et nous voici venir auprès de son Excellence, lui montrer que ce n'est pas seulement le football qu'on doit soutenir. Nous disons merci à son Excellence pour nous avoir réussi et il a écouté ce qu'on avait à cœur. Une démonstration de force. 2 athlètes de la RDC au championnat africain qui va sans doute ouvrir de belles perspectives pour le MMA congolais qui gagne en reconnaissance à l'échelle internationale. Faisant d'une pierre des coups, le ministre de Sport et Loisirs a échangé avec la délégation qui va représenter la RDC au prochain championnat du monde en Turquie dans moins d'une semaine. Et en religion, les fidèles kimbanguistes des USA ont marqué d'une encre indélébile le 25 mai, jour de la Noël kimbanguiste. Ils l'ont célébré dans les rues de Portland, dans l'état de Maine, nous dit Jean-Pierre Ndolodemazu dans ce commentaire.
Comme partout ailleurs dans le monde, l'église Kimbangiste a célébré la Noël le dimanche 25 mai 2025. Aux États-Unis, par exemple, les fidèles se sont déployés dans les grandes rues de la ville de Portland, dans l'État de Maine, où la police américaine a assuré la sécurité de la marche joyeuse qui s'est déroulée pendant près de 3 heures. À l'église Kimbangiste, après plusieurs recherches et des révélations de nos papas, nous avons découvert que la vraie date de Noël, c'est le 25. C'est pourquoi nous célébrons Noël aujourd'hui ici aux États-Unis, à Maine. Et ça coïncide aussi avec la deuxième venue du Christ, la personne de Papa Dialungana, qui est le deuxième fils de Papa Simon Kimbangu, que nous, Kimbangistes, nous savons que c'est lui le Christ qui est venu pour une deuxième fois, pour nous sauver et de nos péchés. Différentes communautés africaines, voire même les natifs africains, ont tous vibré sous le rythme de la fanfare kimbangiste en scandant Noël. Cette célébration qui tire sa genèse en Afrique, précisément en République démocratique du Congo, montre à quel point la bonne nouvelle de Papa Simon Kimbangu s'est propagée à travers le monde depuis 1921 jusqu'à nos jours. Et en province, à présent, la population de la chefferie de Katourou, dans le territoire de Ouacha, réclame le désenclavement de leur contrée. Le gouverneur de province, Jean Bakomito, a une solution urgente. Damas et Solé pour ce reportage. La mission d'itinérance d'une semaine presque effectuée par le gouverneur Jean Bakomito Gambou dans le territoire de Ouatsa se terminait par des adresses aux populations de Wanga en secteur Gombari, celle de Sokopa en chefferie Ka-Atirou et de Mumbere, chefferie à Dombi, même dans des heures tardives. Ici et là, l'autorité provinciale a exprimé toute sa gratitude face à l'accueil délirant lui réservé avant de sensibiliser sur la relance agricole, étant donné que la plus importante route de desserte agricole de la contrée, Mumbere, Apodo, Mambasa, est en passe d'être réhabilitée. Un autre atout soulevé par Jean Bakomito Gambou, c'est la réhabilitation en cours de la RN 26 qui serpente toutes ces entités et la construction du pont Bomokandi bientôt ouvert à la circulation. Il n'a pas hésité de leur demander de toujours soutenir le chef de l'État dans ses efforts pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, mais aussi de rester vigilant pour dénoncer tout cas suspect. À Sokopa, notamment, la population a réclamé d'être désenclavée par l'installation des réseaux de télécommunications. Ces chefs de groupements de peuples autochtones aussi ont levé leur voix. Partout où le cortège de Jean Bakomito Gambou s'est immobilisé, l'on a assisté à des scènes de liesse populaire. Le village Yedi en province de l'Ituri est désormais désenclavé grâce aux efforts de l'administration militaire qui a permis la réouverture de la route Galé-Yedi. Reportage. En suivant la ligne droite du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, les gouverneurs militaires de l'Ituri restaurent l'autorité de l'État au village Yedi, aujourd'hui vivable et facilement accessible après 42 ans d'enclavement suite à l'inexistence de voies routières. Très intentionné au cri de détresse des populations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni a confié les travaux de réhabilitation à l'entreprise Sous les Palmiers. Ces femmes rencontrées chemin faisant ont salué la qualité du travail abattu sur l'axe Gala-Yedi. Avant, il n'y avait pas de route ici. C'était difficile, on marchait à pied pendant longtemps. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. À Yedi, il n'y a plus de guerre, il y a la paix. Le véhicule passe maintenant, il facilite la vie. Le prix des transports a baissé et cela nous rend la vie vraiment heureuse. Ici, la vie est devenue facile. Nous ne souffrons plus comme avant. Nous vivons dans la paix. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces travaux. Et un grand merci aussi au gouverneur pour ses efforts pour maintenir la paix. Au-delà du pâturage qui s'effectue normalement dans cette partie du territoire de Mambasa, les activités socio-économiques au centre commercial de Yedi se déroulent même jusqu'au dimanche suite à la stabilité de la situation sécuritaire. C'est vrai, avant il n'y avait pas de route. Mais aujourd'hui, grâce à cette route, le transport est devenu plus simple. Les produits arrivent facilement et les prix ont baissé. Merci beaucoup à tous et
Un remerciement particulier au boss Atandeli. Disons-le, la réhabilitation des différentes routes d'intérêt provincial et national en Ituri sous les financements de l'administration militaire permet d'assurer la cohésion sociale entre différentes communautés à travers les échanges commerciaux qui se font jour et nuit. L'autre paire de manches, c'est la réduction du délai d'intervention de forces de l'ordre en cette période de l'état de siège. Restons toujours en Ituri où plus de 500 déplacés vivant à Mambasa se disent prêts à regagner leur village sur l'axe Komanda et Mambasa. Ils ont obtenu des assurances de l'honorable Saïdi Chisombo qui leur a promis leur déplacement. Regardez. Après une période d'accalmie sur l'axe Komanda Mambasa, sécurisé par la 31e brigade principale de défense, l'air est au retour des déplacés dans leur village. À Mambasa Centre, plus de 500 déplacés ont été sensibilisés à cette initiative par l'honorable dignitaire d'État, Saïdi Chisombo. Ce dernier s'est engagé à assurer leur transport jusqu'à leur localité d'origine. Le chef de l'État ne cesse pas de prôner la paix en Ituri. Il y a plus ou moins une année et demie, depuis l'arrivée du commandant de 31e brigade, il y a un peu d'accalmie sur cet axe Mambasa Komanda. Sur ce, moi avec mon équipe ici de la coordination provinciale et du directoire national de la FOCHID, on a jugé bon d'approcher ce victime ici en fait que de les sensibiliser pourvu qu'ils puissent commencer déjà à rentrer dans leur milieu d'origine. Le représentant de déplacés exprime sa reconnaissance face à cet engagement, soulignant l'importance de cet appui logistique pour faciliter les retours en toute sécurité. Nous vivions dans le traumatisme, mais sa présence, son message et les bons gestes qu'il a posés en faveur des déplacés, c'est vraiment une consolation. Il y a cette catégorie de déplacés qui étaient bloqués pour rentrer dans leur milieu d'origine. Comme il y a un calme relatif, c'est pour cela que nous lui disons merci, comme il a apporté son soutien aux déplacés et facilité leur retour dans leur milieu d'origine. Notons que le rétablissement de la paix sur l'ensemble de l'Ituri reste une priorité pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souhaite voir cette province retrouver sa prospérité grâce à ses ressources agro-pastorales, piscicoles et aurifères. Quelques jours après la capture des lions en errance dans la ville de Lubumbashi, le médecin à la base de cette action salvatrice remercie l'ambassadeur Dani Banza pour avoir mis des moyens à leur disposition. Regardez. Je voulais d'abord remercier l'ambassadeur Dani Banza. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a mis les moyens à ma disposition pour que je puisse venir pour capturer les lions. Parce que hier tard, à 20h, il m'a appelé pour me demander, docteur, est-ce qu'il y a moyen d'aller pour capturer. Il a envoyé son chauffeur, il a envoyé sa jeep, il a payé des produits. Et là, nous sommes en pleine opération. On a déjà capturé 3 et le 4e, il dort encore. Et c'est grâce à l'ambassadeur Dani Banza qui a voulu protéger la population katangaise, la population luchoise qui était trop stressée hier la nuit. Mais sinon, on est en train de mettre un acte d'engagement sur l'approche des distributeurs privés a été signé entre le gouvernement provincial du Kasaï et l'ONG internationale Village Reach. C'est le vice-gouverneur qui a procédé à la signature de cet accord. Reportage. Un acte d'engagement sur l'approche distributeur privé a été signé entre le gouvernement provincial du Kasaï et l'ONG internationale Village Reach ce vendredi 24 mai 2025 à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. L'activité a eu lieu dans l'enceinte du restaurant de l'espace Foulé dans la commune de Dubumba 1. Dans son allocution, le responsable du projet distributeur privé au sein de l'ONG internationale Village Reach, le docteur Martin Maombissa Matondo, explique à quoi consistait l'approche distributeur privé et l'acte d'engagement. L'activité de ce jour s'inscrit dans le cadre d'une appropriation de l'approche distributeur privé que nous proposons au niveau de la province du Kasaï, où nous avons sollicité l'engagement
de l'autorité provinciale au plus haut niveau par rapport à notre approche, parce que nous estimons que l'approche distributeur privé qui consiste à intégrer les distributeurs privés certifiés dans la chaîne d'approvisionnement public pourrait contribuer à l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des médicaments au niveau des établissements de soins de santé. Signalons que l'acte d'engagement signé par le gouvernement provincial du Kasaï et Village Riche découle d'un atelier d'échange tenu durant 5 jours avec les cadres du ministère provincial de la santé publique, les inspecteurs de la santé, la division de la santé, ainsi que la société civile qui avait pour objectif de renforcer la collaboration afin que les distributeurs privés viennent aux rescousses des approvisionnements de produits dans le secteur public. Et pour terminer, plusieurs déplacés de guerre du Nord et du Sud Kivu s'étaient retrouvés ici à Kinshasa. Ils ont décidé de mettre sur pied une structure qui va leur permettre de mener des plaidoyers en leur faveur. Un reportage d'Edith Chala. Ils sont près des milliers et ils partagent la triste histoire d'avoir fui la guerre d'agression imposée dans l'est du pays par le Rwanda. Déplacés à Kinshasa, ils ont répondu présents à une assemblée générale élective d'un comité de déplacés internes venus des provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est par un vote que Jordan Moulikuza a été élu président des déplacés et sera secondé de 9 autres membres. Le comité est donc composé de 10 membres dont 5 du Nord Kivu et 5 du Sud Kivu. Il faut une organisation yenye inaweza porter jini ya déplacés juu kama tutafaa plaidoirie quelque part au moins ipitio katika organisation juu mi peke hawezi ni ambia sema wendo fanzia ba déplacer kitu fulani. Nous devons avoir une organisation pour pouvoir mener des plaidoyers. C'est la raison de cette structure que nous mettons en place et un de nos frères contactés nous a affirmé son intérêt et a même déjà mobilisé des tonnes d'aide humanitaire. Akasema kuko déjà na mobiliser plus de 1000 tonnes ya mavivre pour les déplacés. Le présent comité aura pour mission d'entretenir la cohésion sociale des déplacés jusqu'au retour de la paix, d'identifier les besoins humanitaires et de faire rapport au gouvernement et aux partenaires humanitaires. Voilà, je vous retrouve lundi et mardi prochain à 20h, 23h. Robert Ndayetchi revient pour une autre édition d'information. Demain 7h, retrouvez Hérodis Kitutu. Je vous dis au revoir, portez-vous bien.